Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un cas de grippe aviaire a été détecté dans une basse-cour en Dordogne. Le plan national d'intervention sanitaire d'urgence vient d'être activé. Plus de 10 jours après les attentats, la prise en charge médicale va se poursuivre pour les blessés. Nous entendrons un reportage dans un service de chirurgie orthopédique. Et puis, si vous profitez des week-ends pour vous coucher tard et pour vous lever tard, attention, ce n'est pas forcément bon pour votre organisme. Et on commence donc avec cette information qui nous est arrivée juste après 11h. Ce premier cas de grippe aviaire depuis 2007 détecté en France. Oui, un cas de H5N1, c'est une souche de virus hautement pathogène pour les volailles. Le ministère français de l'Agriculture vient à l'instant de demander l'activation du plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Des zones de protection et de surveillance de 3 km et 10 km autour de l'élevage sont mises en place, ainsi qu'une surveillance active élargie. Il s'agit du premier cas détecté en France depuis 2007. Alors on est en direct avec Natacha Harry. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Natacha, notre vétérinaire, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qu'est cette grippe aviaire ? Alors la grippe aviaire, c'est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux. Cette maladie provoque un très fort taux de mortalité chez les oiseaux et notamment les oiseaux d'élevage, c'est-à-dire les poulets, les oies, les canards qui sont élevés en batterie notamment. Plus la concentration en oiseaux est forte, et c'est le cas dans les élevages industriels, et plus le taux de mortalité est important. C'est une grippe aviaire qu'on n'avait plus vue en France depuis 2007. Est-ce que c'est inquiétant de la voir ressurgir ainsi en Dordogne ? Alors, cette maladie, elle est extrêmement surveillée par les autorités de santé, à la fois par l'OMS, donc au niveau mondial, mais aussi par l'équivalent de l'OMS. L'OMS, pour le rappeler, c'est l'organisme international qui surveille la santé humaine. Il existe l'équivalent en médecine vétérinaire qui s'appelle l'OIE. Et cette maladie est extrêmement surveillée parce que elle est très très contagieuse sur les oiseaux et le risque qui est craint, c'est toujours une contamination humaine. Le risque réel, il est vraiment une propagation sur les oiseaux. Mais on a pu constater par le passé qu'il y avait quelques cas de transmission à l'homme avec des conséquences dramatiques sur les êtres humains. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette maladie, c'est finalement la grande dangerosité de ce virus qui mute en permanence. Donc il est extrêmement difficile de mettre au point des traitements qui soient efficaces et notamment au-delà des traitements des vaccins qui soient efficaces contre cette maladie parce que ce virus est vraiment très variable. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, d'une épidémie sur l'autre, il ne va pas avoir tout à fait la même forme. Est-ce que ça veut dire, Natacha Harry, qu'il faut arrêter de consommer de la volaille, par exemple ? Alors, il ne faut pas arrêter de consommer de la volaille. Déjà, la surveillance qui est mise en place par les autorités sanitaires permet de circonscrire en fait le foyer. Ce sont les mesures qui ont été prises immédiatement. À partir du moment où un cas de grippe aviaire est détecté, on isole le foyer infectieux pour éviter la propagation. Et ce qui est décidé de manière systématique par les autorités sanitaires, c'est que dès qu'il y a un cas de grippe aviaire, on procède à un abattage total des animaux qui sont concernés par ce foyer et on détermine autour du périmètre du foyer une zone qu'on appelle une zone de surveillance pour vérifier que le virus ne se répande pas. Il faut savoir que quand on parle de grippe aviaire, il y a un autre mot qui est employé pour parler de cette maladie, c'est la peste aviaire. Ça vous montre à quel point cette maladie peut se répandre extrêmement vite. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'affolement. Cette maladie concerne en premier lieu les oiseaux et notamment les oiseaux d'élevage. Donc vraiment, aujourd'hui, les autorités sanitaires sont familières de cette surveillance, de cette maladie et sont capables de mettre sur pied des mesures efficaces pour la contrôler. Merci beaucoup Natacha Harry, notre vétérinaire, d'avoir été en direct avec nous. Docteur Gérald Kierzek, on va s'intéresser un peu plus aux humains avec cette grippe aviaire. Est-ce qu'il y a un risque pour les humains de transmission de cette grippe aviaire qui, on le rappelle, a été découverte dans une basse-cour de Dordogne? C'est ce que vient d'annoncer le ministère français de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a un risque pour nous? Le réservoir naturel, ce sont les
oiseaux, c'est-à-dire que ça se transmet d'oiseau à oiseau. Exceptionnellement, ça peut se transmettre chez l'homme quand il y a un contact direct entre les oiseaux, direct, rapproché notamment avec les excréments de ces oiseaux-là. Et c'est pour ça que ça vient souvent d'Asie, parce que les populations vivent un peu avec les animaux et c'est là où ça passe de l'oiseau à l'homme. Mais il y a une deuxième barrière. La deuxième barrière, c'est que ce virus-là, pour l'instant, n'est pas capable de passer d'un être humain à un autre être humain. Et c'est pour ça que cette transmission interhumaine n'étant pas possible, ça nous protège dans le sens où ça évite la diffusion. Donc avec les mesures qui sont on isole, on confine, l'abattage, ça permet de circonscrire ce virus-là. Et quand bien même il passerait chez l'homme, et pour l'instant on est sur un premier cas, mais un cas animal, c'est pas du tout un cas humain, il y a eu quelques cas humains, et même s'il y avait un cas humain qui se révélerait positif au H5N1, mais il y a eu la même chose avec le H7N9, avec le H1N1, vous savez à chaque fois c'est des numéros différents parce que ça montre bien la forte mutation, comme le disait Natacha. Ces virus-là pour l'instant ne sont toujours pas capables, heureusement, de se transmettre d'un homme à un homme. Donc là pour l'instant on est vraiment à la première étape et le risque, même chez l'homme, on parle de cas dramatiques avec des décès. Le H5N1, finalement, il y a un taux de mortalité chez l'homme qui est relativement faible, c'est-à-dire que ça donne des symptômes grippaux pour l'instant et c'est uniquement dans de rares cas où il peut y avoir des complications à type pulmonaire ou de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Voilà, je vous rappelle ce que disait Elisabeth il y a un instant, des zones de protection et de surveillance de 3 et 10 km ont été installées autour de l'élevage qui se situe en Dordogne. Voilà ce qu'on pouvait dire alors qu'il est sur cette information communiquée il y a quelques instants par le ministère français de l'Agriculture. On voulait être le plus complet possible, donc pas d'affolement. Vous l'avez compris, des mesures sont prises et il n'y a quasiment aucun cas de transmission à l'homme. En tout cas, c'est des cas très légers. C'est ce qu'a expliqué le docteur Kierzek. On reprend avec vous le fil de ce journal de la santé, Elisabeth Assayag, avec le réchauffement climatique de la France qui va constituer des seuils d'alerte de canicule. Oui, c'est une recommandation des experts à la veille du début de la COP21. Une réflexion sur les évolutions liées au climat spécifiques à la France. Les auteurs du bulletin épidémiologique hebdomadaire et de l'INVS partent du principe que les hausses de température vont se poursuivre et elles vont s'accélérer. Plusieurs prédictions pour la France métropolitaine parlent ainsi d'une augmentation de température comprise entre 0,6 et 1,3 degrés entre 2021 et 2050. Alors, pour prévenir les conséquences sanitaires, il faudrait repenser nos seuils d'alerte canicule. Ils ont été définis en 1973, ça fait plus de 40 ans. Ils risquent de ne plus être pertinents. Parmi les solutions, il faudrait réorganiser la façon de vivre de la société, notamment pour les personnes âgées qui souffrent le plus de la canicule, par exemple en construisant des immeubles conçus pour limiter la consommation d'énergie, ou bien il faudrait développer des espaces verts pour avoir davantage de coins de fraîcheur dans les villes touchées par la canicule. Se coucher plus tard le week-end et savourer une grasse matinée ensuite serait mauvais pour l'organisme. C'est en tout cas ce que dit une récente étude américaine. Profiter du week-end en se couchant tard et en se levant tard, ça casse le rythme de la semaine et c'est ça qui ne serait pas bon. Il y aurait un trop grand décalage entre le fait de se lever très très tôt la semaine et de tout casser le week-end. Ces ruptures de rythme se traduisent par des perturbations du taux d'insuline, c'est l'hormone de régulation du sucre, ou d'un changement dans les triglycérides, c'est-à-dire les graisses. Dans cette étude, il en ressort que si vous vous levez très tôt la semaine alors que votre rythme biologique, c'est plutôt vous coucher tard, c'est cela qui induit un décalage entre le rythme biologique naturel et la vie quotidienne. Ça s'appelle un jet lag social, c'est-à-dire un décalage horaire. Il concernerait les 2 tiers de la population. Merci beaucoup, Elisabeth.